Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre deuxième épisode concernant notre journée systémique du 14 juin prochain, le changement, le processus à l'œuvre. Avec Béatrice, la dernière fois, nous avions parlé du contexte d'émergence de ce type d'intervention. Et aujourd'hui, nous vous proposons d'évoquer un peu plus la question du processus. C'est quoi le processus? Béatrice, comment toi tu articules la notion de processus et puis la théorie des systèmes? C'est quoi le lien entre les deux? Oui. En fait, système et processus sont deux termes indissociables. L'intervention systémique processuelle, c'est quasiment un pléonasme en fait. Parce qu'un système suppose nécessairement un processus qui fait émerger des propriétés qui lui sont spécifiques. Donc, le système se caractérise par des propriétés émergentes, dit-on, grâce à un processus. C'est quoi une propriété émergente d'abord? Ce sont des caractéristiques totalement nouvelles qui qualifient un système, qui lui donnent une identité, mais ces caractéristiques n'appartiennent pas aux éléments du système, n'appartiennent pas à ses constituants. On va prendre un exemple très simple, on va prendre une mayonnaise. Une mayonnaise est un système composé d'un œuf, d'huile, de moutarde. Et c'est l'assemblage de ces différents éléments qui vont permettre de faire émerger la mayonnaise. La mayonnaise va avoir des caractéristiques spécifiques. Elle va être jaune vif ou jaune pâle, elle va être molle ou dure, elle va être douce ou plutôt acidulée. Mais ces caractéristiques ne viennent pas caractériser ni l'œuf, ni l'huile, ni la moutarde. Vraiment, ces caractéristiques parlent de la mayonnaise en tant que système, mais ne parlent pas des éléments qui constituent cette mayonnaise. D'accord? Du coup, on va parler d'émergence. Et la définition qu'on donne de l'émergence, c'est un processus qui s'observe au travers de propriétés radicalement nouvelles, caractérisant le système et ne se retrouvant dans aucun des éléments pris séparément. Est-ce que tu pourrais décrire un peu plus précisément ces qualités émergentes, ces propriétés émergentes dans un système humain? Dans un système humain et avec une approche systémique, on va s'intéresser à des émergences différentes que sont l'organisation, la structure, que le fonctionnement, voilà, l'évolution. On peut regarder ces termes très généraux que sont structure, fonctionnement, évolution, comme des propriétés émergentes des systèmes humains. Chaque système humain se donne spécifiquement une organisation, un fonctionnement et connaît une évolution. Le système fait émerger ses propriétés, on va parler d'auto-organisation. Le système s'auto-organise grâce aux boucles de rétroaction qui existent entre ces éléments. En fait, les éléments au sein d'un système sont en lien et ce sont ces liens-là qui sont extrêmement importants dans une approche systémique et sont en lien sur le principe de l'interdépendance. C'est-à-dire que les éléments s'auto-influencent. Ce sont des boucles de rétroaction qui font que chaque élément se comporte comme un tout indivisible et cohérent. Comme un mobile, si on touche un élément, on voit que tout l'ensemble subit des conséquences et est amené à s'auto-organiser d'une nouvelle façon. Si un adolescent est hébergé dans une structure d'hébergement, eh bien, le fait qu'il ne vive plus au sein de la famille va avoir des conséquences dans la famille, ça on peut le supposer, mais aussi lui, il va se comporter au regard de son système familial, même s'il n'est pas au cœur de son système familial. C'est au nom de l'interdépendance. Alors c'est quoi le principe de l'interdépendance? C'est le fait que les éléments d'un système se comportent comme un tout cohérent et indivisible. Si un élément change, le tout subit des conséquences et est amené à faire émerger une nouvelle organisation. En t'écoutant, là, je me dis qu'il
il y a un contexte et la notion de contexte dans l'approche systémique est fondamentale. Comment le contexte influence-t-il ce processus? Je propose de prendre une nouvelle image, celle du cocktail. Un cocktail, c'est un assemblage de différents produits. Et on a compris au regard de la théorie des systèmes que le goût du cocktail émerge de cet assemblage-là, mais ne constitue pas une caractéristique des différents produits qui constituent le cocktail. Mais le goût ne va pas dépendre uniquement de l'organisation en interne des produits les uns par rapport aux autres. Va aussi dépendre du contexte dans lequel ce cocktail va être savouré. Si l'ambiance est plutôt glaciale ou si elle est plutôt très chaleureuse, très festive, on peut supposer que le goût du cocktail va s'en trouver influencé. Si tu partages ce cocktail avec ton meilleur ami ou avec ton pire ennemi, il ne va pas non plus avoir le même goût. Si tu l'as bu hier soir et puis avant-hier soir, probablement qu'aujourd'hui, il aura un goût différent. Donc le contexte est extrêmement important et va participer à l'émergence des propriétés du système. Donc c'est vraiment un paramètre à prendre en compte. C'est un paramètre qui aussi est un processus. C'est-à-dire qu'un contexte, ce n'est pas un environnement stable qui ne change jamais. On voit bien que le contexte, tel que là je l'ai illustré au travers de l'exemple, c'est la mise en lien de différents paramètres. Là, il y a l'ambiance, il y a avec qui on partage le cocktail, il y a la température extérieure aussi peut intervenir, mais c'est la mise en relation de tous ces éléments-là qui vont faire émerger le goût du cocktail. Donc le contexte, c'est bien un processus qui met en lien différents paramètres de l'environnement et du système qui interagissent entre eux et sur le mode de rétroaction qui viennent amplifier ou qui viennent réduire certains paramètres. Alors, le contexte a une fonction très importante pour les systèmes parce qu'ils viennent qualifier les informations. Une information dans un contexte peut prendre une signification et peut en prendre une toute autre dans un autre contexte. Je prends une question banale. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? C'est une question banale, une recherche d'information. En fonction de qui nous la pose, nous n'allons pas lui donner la même signification et donc nous n'allons pas donner la même réponse. Si c'est un gendarme, je vais la prendre plutôt comme un interrogatoire. Si c'est ma belle-mère avec qui je ne m'entends pas très bien, je vais le prendre comme vraiment une curiosité malsaine. Si par contre c'est mon meilleur ami, je vais le prendre comme une marque d'attention. Donc tu vois, en fonction du contexte où cette question est posée, elle ne va pas prendre la même signification. Le contexte est extrêmement important pour pouvoir donner une signification à ce qui se passe au sein du système et donc participe à ce titre à l'émergence. Le contexte est aussi extrêmement important parce qu'il va contribuer à faire émerger du changement. On prend l'exemple de l'eau dans un milieu tempéré va être sous forme liquide. Imaginons que cette eau va dans un contexte où la température est extrêmement faible. L'eau va se congeler. Ce ne sont pas les molécules qui se modifient. Les molécules d'eau restent les mêmes. C'est leur organisation qui vont faire émerger de la glace pour s'adapter à ce contexte froid. Si le contexte devient beaucoup plus chaud, la température s'élève vraiment beaucoup, l'eau va devenir gouttelette d'eau, va devenir vapeur. À nouveau, ce ne sont pas les molécules qui sont changées, c'est leur organisation qui va faire apparaître ce nouvel état. Ça vient illustrer l'idée que le changement dans un système qui répond aux modifications du contexte et puis quelquefois des modifications en interne, eh bien ce n'est pas
le passage d'un état à un autre. C'est plutôt le passage d'une transformation, d'un nouvel équilibre, d'un équilibre à un autre. Déjà, l'eau dans le milieu tempéré était sous forme d'équilibre, et c'est le fait qu'elle connaisse équilibre, déséquilibre qui va lui permettre de s'adapter à un autre contexte, soit pour devenir de la glace, soit pour devenir de la vapeur d'eau. Et elle va passer à un nouvel équilibre qui est susceptible aussi à nouveau de se transformer en un autre équilibre. Donc on va regarder le changement comme le passage entre un état d'équilibre à un autre état d'équilibre, le passage d'une transformation à une autre. On peut retenir 3 caractéristiques. D'une part, c'est que le changement, on a bien compris, ce n'est pas un changement d'état à un autre, et c'est souvent la résultante d'une amplification d'informations. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des propriétés du système, certaines propriétés vont être amenées à être amplifiées, d'autres à être un peu plus réduites, mais c'est souvent ça, on retrouve à nouveau ce mouvement, cette transformation, mais ce n'est pas un changement brutal. Plus brutal, Oui, tu vois. ok. Voilà. Ça, C'est un mouvement, une un amplification. mouvement. Oui, Ok. une réduction, mais du coup, c'est voilà. On a compris aussi que le changement relève d'une auto-organisation, hein, c'est-à-dire que le système s'auto-organise, mais on observe qu'il ne s'auto-organise pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'il le fait en s'auto-référençant, c'est-à-dire qu'il prend appui sur ce qu'il est, sur ce qu'il a déjà expérimenté. Je prends un exemple. On a une famille et le jeune enfant devient adolescent. Et avec l'adolescence, la famille doit construire de nouvelles règles de fonctionnement, de nouvelles règles de communication. Et pour pouvoir faire émerger ces règles-là, il ne va pas inventer, créer quelque chose de totalement nouveau. La famille ne va pas créer quelque chose de totalement nouveau. Elle va faire évoluer ses règles, donc c'est bien une transformation, c'est bien un mouvement, et ces règles vont signer toujours l'appartenance à cette famille-là, à ses valeurs, à ses croyances. Et c'est là où on trouve la question de l'autoréférence. Elle fait évoluer ses règles, certes, mais ce n'est pas un changement radical. Il y a quelque chose qui se maintient. Le système continue à prendre appui sur des références qui lui sont propres. Donc c'est vraiment une transformation, c'est comme un recyclage, quoi, hein, tu vois. Mais ce n'est pas de radicalement différent. Ça veut dire que donc, le changement est lié au système, à lui-même. Ce n'est pas un changement vis-à-vis d'un autre système, c'est une modification interne, l'autoréférence. C'est interne, ça ne veut pas dire que le contexte n'a pas d'influence, mais c'est le système qui va prendre ce que le contexte lui présente ou ne va pas prendre. Ça ne veut pas dire que le contexte est exclu, mais c'est vrai que le système évolue sans une décision, un tiers extérieur, sans une décision centrale, une coordination centrale, mais vraiment trouve ses ressources en lui-même et se réfère à son appartenance, à son identité. Okay. Et le dernier point que je voulais souligner, voilà, c'est que le processus du changement est au service de ce qu'on appelle l'autorégulation des systèmes. C'est tout ce que je viens d'évoquer en fait, hein, c'est-à-dire que le système autorégule son fonctionnement pour pouvoir s'adapter soit à des modifications en interne, le petit enfant devient un adolescent, soit des modifications du contexte. Imaginons par exemple le papa perd son travail, eh bien du coup le système va être amené à changer, à évoluer, à s'ajuster, et donc on voit bien que le système a toujours cette préoccupation d'autoréguler son fonctionnement pour pouvoir se maintenir et pouvoir continuer à fonctionner. Donc l'autorégulation est le processus qui permet de faire émerger des ajustements et des innovations pour que le système poursuive ses finalités et continue d'exister. D'accord Béatrice. Donc on vient de voir que cette question d'interdépendance, cette question de contexte, cette question de propriété émergente, on voit le lien entre processus et système. Maintenant, la question que ça m'amène à te poser, c'est la question de l'intervenant. Comment ça vient influencer l'intervenant systémique processuel? Qu'est-ce que tu pourrais en dire?
Et oui, c'est une question extrêmement importante parce que d'une part, ça nous oblige, nous intervenants systémiques, à changer de paradigme. Le paradigme, c'est la façon toute particulière de penser les phénomènes, et notamment les phénomènes humains. De par notre éducation, de par notre appartenance à une culture marquée par Descartes, on est plutôt dans la recherche des explications, la recherche des causes pour expliquer des effets. On est vraiment dans cette question du pourquoi, pourquoi telle ou telle propriété, tel ou tel comportement. On a vu que les éléments d'un système sont en lien sous le mode de l'interdépendance et qu'il est difficile de trouver une origine à un phénomène. On ne peut pas isoler un élément et dire mais voilà, c'est à cause de lui voilà, que le système se comporte comme ça, puisqu'il s'agit d'un jeu d'auto-influence. Du coup, en tant qu'intervenant systémique, on va moins s'intéresser à la question du pourquoi, mais du comment les éléments sont en lien les uns avec les autres, comment ils interréagissent, comment un système fonctionne. Donc ça, c'est vraiment un premier point, un changement de paradigme. On a vu aussi que le processus qui contribue à l'émergence des propriétés est insaisissable en soi. On ne peut pas prévoir comment ça va se dérouler. Ça s'appuie sur un principe qu'on dit le principe d'équifinalité qui caractérise le fonctionnement des systèmes. Ça part de l'observation que des conditions initiales n'expliquent pas l'état final d'un système ou l'observation d'un système à un moment donné. On ne peut pas l'expliquer par des causes identifiées précédemment. Voire même, on peut observer qu'avec les mêmes causes, les systèmes prennent des voies différentes. Et que pour arriver à un état final, il existe plusieurs façons de faire, plusieurs voies. Et c'est ça qui caractérise le processus. Du coup, être un intervenant systémique qui s'appuie sur le processus pour intervenir, c'est quelqu'un qui va devoir faire avec l'imprévisibilité au nom de l'équifinalité. Je te donne juste la définition du principe d'équifinalité, c'est l'état d'un système à un moment donné qui ne peut s'expliquer par des causes initiales. Et ainsi, il existe plusieurs voies possibles pour structurer cet état considéré dans l'ici et maintenant. Alors, si on ne peut pas expliquer un processus, par contre, on l'observe. Donc ça veut dire que l'intervention systémique qui s'appuie sur le processus est d'abord une expérience. Nous sommes amenés à faire des expériences relationnelles. Qui dit être amené à faire des expériences relationnelles, il dit que l'intervenant est impliqué. Voilà. Qu'il ne faut pas qu'il en prenne peur de cette implication-là. Être impliqué, ça veut dire être partie prenante de ce qui se passe, d'être conscient qu'on a une part active dans ce qui se passe dans le système, mais sans pour autant se donner l'entière responsabilité d'un changement ou du non-changement. C'est une participation. Du coup, on va s'appuyer sur notre subjectivité et puis aussi sur la relativité des choses que l'on perçoit, puisque ce qu'on perçoit, on va le construire au travers de notre prisme, mais aussi au travers de la relation qu'on a avec le système. Donc voilà comment ça va venir impacter l'intervenant systémique. Mais là, Béatrice, en t'écoutant, là, je me dis qu'en fin de compte, on pourrait être amené à penser qu'un intervenant systémique processuel, c'est quelqu'un qui est juste présent, et qui laisse faire et qui accompagne ce qui se passe, alors que j'ai l'impression que c'est quand même un type de présence différente. Oui, tout à fait. C'est aussi important cette idée-là, parce que tel que je vous en parle, on pourrait penser que d'intervenir auprès d'un système en s'appuyant sur le processus, c'est se laisser balader de question en question, de réponse en réponse, et puis de croiser les doigts pour qu'émerge un changement dans les relations. Bien évidemment, ce n'est pas suffisant. Mais ça peut donner l'illusion de la simplicité. Tu sais, c'est comme lorsque tu écoutes un morceau de piano, ça t'emporte tellement, c'est tellement facile qu'on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière.
Mais derrière, il y a un artiste qui a travaillé des heures et des heures, non seulement pour apprendre ses gammes, le solfège, mais aussi la dissociation des mains, la respiration, la gestion du stress. Enfin, il y a tout un travail extrêmement important pour donner à entendre un morceau de musique qui coule et qui nous transporte. Hein. Et j'ai envie de dire que pour l'intervention systémique, voilà, ça nous donne l'illusion de la simplicité, mais ce n'est pas si simple de renoncer aux explications, de renoncer à décider d'un changement pour le système. Ce n'est pas si simple de se laisser porter par le processus tout en étant très disponible à ce qui se passe et de relever ce qui se passe, l'information pertinente pour pouvoir la redonner au système. C'est une posture exigeante qui nécessite une formation exigeante. Je vois bien le lien entre la théorie générale des systèmes et le processus. On vient de parler de l'influence que ça a sur l'intervenant. Moi, je vous propose qu'on en reste là aujourd'hui et puis ensemble, nous allons repartir la fois prochaine pour parler plus précisément de ce qu'est l'intervention systémique processuelle. C'est quoi les caractéristiques de ce type d'intervention systémique? Très bien. Eh bien, À la fois prochaine, à bientôt.